On va commencer la présentation des challenges, donc la deuxième partie des challenges pour cette année. Donc il y en a 7 de plus. Il y en a un qui n'a pas pu venir, mais il se trouve qu'il avait déjà été présenté ce challenge l'année dernière, mais il y avait un léger bug qui faisait qu'on pouvait retrouver les solutions quasiment dans les données qui étaient fournies. Donc ce bug a été réglé. C'est le challenge LOPS qui est proposé par Jean-Marc Delouis et Florian Sévélec du laboratoire LOPS de Brest. Et c'est un très beau challenge sur des problématiques de prédiction de température régionale, et notamment cette problématique d'augmentation des températures à cause du réchauffement climatique. Donc évidemment, derrière cette question-là, il y a la question des modèles. Il faut valider des modèles les plus précis possibles, mais qui évidemment ne doivent pas overfitter les températures passées. Et donc, c'est un problème de modélisation climatique sur des données réelles. Alors, il y a une vidéo qui est déjà postée sur le site de Challenge, donc vous pouvez la consulter. Elle va être légèrement modifiée parce qu'il y a eu quelques modifications et le challenge est donc relancé. Donc la vidéo est quand même disponible et on va commencer maintenant par les nouveaux challenges, les 6 nouveaux challenges en plus. Alors le premier va être proposé par l'AMF, donc, qui va nous être présenté par Iris Lucas, qui est à la tête du service de Data Intelligence. Donc l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, qui est en quelque sorte le gendarme des marchés financiers, qui régule l'éthique et le bon fonctionnement des marchés financiers. Et donc ça, c'était OPS. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ravi d'être ici pour vous présenter nos challenges de cette année. Donc, c'est la deuxième année consécutive que l'AMF soumet un challenge pour le challenge data de l'ENS. Et donc, cette année, on vous soumet un challenge qu'on a intitulé What do you see in the stock market data? Tout simplement parce qu'on vous a soumis des données qui viennent des carnets d'ordre des marchés financiers. Donc, on va voir à quoi ça correspond et de en fait essayer de détecter ce qu'on appelle des événements atypiques. Alors, très rapidement, l'AMF, comme l'introduisait Stéphane, on est l'équivalent du gendarme de la bourse. Donc, notre rôle, on a plusieurs missions. Parmi les différentes missions, la protection de l'épargne, dès lors où c'est investi en produits financiers. Donc, ça ne concerne pas, par exemple, votre livret A. Également, de veiller à la bonne information des investisseurs et de tous les investisseurs, et donc de veiller au bon fonctionnement des marchés financiers. Comme on est gendarme de la bourse, j'ai coutume de dire qu'on est comme un médecin, il faut tout nous dire, et donc on a la chance d'avoir une réglementation. Non. C'est mieux là ? Ouais, ok, pardon. Donc on a la chance de recevoir énormément de données, ce qui nous donne le loisir, en tout cas pour mener à bien nos missions, de traiter une grande quantité de données, qui plus est nominative. Alors là, dans le cadre du challenge, ce sera forcément anonymisé, mais qui nous permet de reconstruire milliseconde par milliseconde. Ah, je peux enlever le masque, mais formidable. Milliseconde par milliseconde, tout ce qui se passe sur les marchés financiers et d'avoir une vision exhaustive de l'activité sur le marché français. Hop. Alors, ce que je vous disais, c'est que dans le cadre de nos missions, on collecte énormément de données. Et parmi ces données, une des choses que fait mon équipe, c'est de développer des algorithmes pour détecter ce que j'ai appelé dans le cadre du challenge, des événements atypiques. Ce qu'on peut assimiler à la détection d'anomalies, notamment parce que dans cette même problématique, on va retrouver la contrainte que, en général, il y a quand même moins d'événements atypiques, c'est-à-dire moins d'anomalies, on va dire d'événements sains ou normaux. Donc, il est difficile, que ce soit pour le challenge, mais dans la réalité, de faire une liste de tous les types d'événements atypiques qui peuvent exister. Il peut y en avoir des
très simple. On peut par exemple, je pense que ça peut être compréhensible pour tout le monde, d'imaginer une variation de prix très forte, très soudaine, ce qui voudrait signifier, ce qui pourrait traduire qu'il se passe quelque chose sur le marché, soit qu'il y a une nouvelle information qui a revu la valorisation d'une valeur, ou tout simplement qu'il y a quelque chose dans le comportement des participants, parce qu'il ne faut jamais oublier finalement que la valorisation d'une action, même s'il y a la composante économique, elle va évoluer en fonction des comportements des participants sur le marché. Et donc, une forte variation de prix peut traduire une certaine sorte de dysfonctionnement. Donc, je n'expliquerai pas nécessairement l'origine du dysfonctionnement, et pour le challenge, on n'en a pas besoin. Mais une variation de prix, qui me paraît assez simple à comprendre, peut faire partie de ces types d'événements atypiques. Donc, ça, c'est quelque chose de très simple. Ça peut aller sur des événements atypiques beaucoup plus sophistiqués. C'est bien la raison pour laquelle tout ne sera pas listé, ce ne sera pas exhaustif dans le challenge, parce que ces événements plus sophistiqués nécessitent d'être beaucoup plus experts sur les marchés pour comprendre en quoi est-ce qu'ils sont sophistiqués et qu'est-ce qu'ils traduisent. Donc, pour ce challenge, on vous a soumis un échantillon de nos données dans lequel on a tagué un certain nombre d'endroits dans les données où il y a eu des événements atypiques. Et l'objectif, c'est de proposer un modèle apprenant qui serait capable, en s'affranchissant du fait de détecter un certain type d'événements atypiques, puisqu'on n'a pas indiqué dans le dataset s'il s'agissait d'un événement atypique de type A, de type B ou de type C. Donc d'être capable, un modèle capable de détecter donc ces anomalies, ces événements atypiques. Donc, parce qu'il m'aurait fallu beaucoup plus de temps que les 10 minutes que j'ai pour vous présenter l'ensemble des problématiques, les données, etc., j'ai pris le parti, plutôt pour cette présentation, pour cette introduction, de lever le point d'attention du challenge. Donc, en premier point, dans les données, vous verrez que les données qui ont été mises à disposition, ce sont des données très granulaires, au sens où elles traduisent quasiment milliseconde par milliseconde toutes les interactions qu'il y a eu par les participants au marché. Donc ça fait que vous avez beaucoup de données qui sont granulaires à un niveau le plus atomique qu'il soit. Mais dans la réalité, les événements atypiques qu'on vous demande de détecter, ils ne se passent pas au niveau d'une milliseconde, mais sur un ensemble de timestamps. D'accord ? Donc on parle plutôt de séquences. Ce qui signifie que finalement, pour pouvoir essayer de détecter ces événements atypiques, ça va demander aux challengers de calculer, peut-être de faire un choix et de calculer des features qui vont davantage être au niveau agrégé, qui vont couvrir une certaine période de temps pour pouvoir détecter ces anomalies. Par ailleurs, dans le dataset qui a été soumis, les endroits où on a indiqué où est-ce qu'il y avait un événement atypique, on a indiqué au niveau d'un créneau horaire, c'est-à-dire d'une tranche d'une heure. Par exemple, une journée de bourse s'écoulant, donc commençant à 9h et se terminant à 17h30, on indique si entre 9h et 10h, il y a eu un événement, si entre 10h et 11h, il y a eu un événement atypique. Mais dans la réalité, cette séquence, cette anomalie, elle n'a pas forcément duré sur toute l'heure, elle n'a pu apparaître que sur 10 minutes, sur 5 minutes ou que quelques secondes sur cette tranche horaire sur laquelle il est indiqué qu'il y a eu un événement atypique. De la même façon, vous verrez que dans le dataset, il peut arriver qu'on ait un événement atypique sur plusieurs heures continues ou discontinues dans la journée. Et en général, ce qui est indiqué, c'est que même si c'est sur des heures discontinues, il y a des chances quand même qu'il y ait une certaine corrélation, que ce soit les conséquences de même événement qui se retrouvent par exemple entre 9h et 10h ou entre 11h et midi. Donc du coup, un effort à faire entre le niveau très granulaire des données et le fait que pour retrouver ces événements atypiques, vous allez devoir recalculer, prendre un peu plus de hauteur pour pouvoir détecter au niveau des séquences. L'autre point que je voulais mentionner également, c'est que les événements atypiques sont assez rares, et d'ailleurs heureusement, parce que s'ils traduisent un certain dysfonctionnement, on espère qu'il n'y en a pas tant que ça. Ça veut dire que dans le dataset, finalement, vous aurez beaucoup plus de tranches horaires sans événements atypiques qu'avec événements atypiques. Il faudrait prendre en compte, c'est que le modèle que vous développerez, finalement, c'est beaucoup plus grave de louper un événement atypique que de considérer qu'il n'y en a jamais. Et l'autre point également que je voulais mentionner, c'est mon dernier bullet point ici, c'est que ces événements atypiques, dans la réalité, en pratique, nous, on a des algorithmes qui vont chercher à les détecter. Puis après, il y a forcément un humain derrière qui va les vérifier si cet événement atypique, il est vraiment une conséquence d'un réel dysfonctionnement ou si il s'explique par certaines choses. Je parlais par exemple d'une forte variation de prix.
Des fois, ça s'explique tout simplement parce qu'il y a eu une news, il y a eu le Covid, etc. Enfin, voilà, donc tous les événements atypiques ne sont pas, peuvent parfois s'expliquer. Et ce qui veut dire que en pratique, ce type de modèle qui va chercher à détecter ces événements atypiques, on veut qu'il soit le plus précis possible, c'est-à-dire qu'il loupe le moins d'événements atypiques possible, mais on veut aussi qu'il génère une volumétrie qui soit humainement traitable. Ce qui signifie que une approche qui serait capable de lever tous les événements atypiques, mais qui générerait énormément de faux positifs, ça voudrait dire que ce serait probablement une volumétrie qu'on ne pourrait pas traiter. Et donc ma dernière slide, c'était pour refaire un petit point sur les données. Alors, encore une fois, je n'ai pas le temps de tout décrire, mais ce qui me semblait important de vous dire, c'est qu'une journée de bourse, donc entre 9h et 17h30, pendant cette journée de bourse, on va considérer ce challenge qu'on est sur le périmètre des actions, d'accord ? Donc, vous avez peut-être en tête Total, Danone, ce genre de choses pour les plus importantes. Et donc, sur les marchés des actions françaises, on est sur un marché électronifié dont tous les intérêts acheteurs ou vendeurs sont centralisés dans ce qu'on appelle un carnet d'ordre. Et donc, les données qu'on vous a soumises ici sont des données qui représentent la dynamique du carnet d'ordre. Donc, pour chaque action, sur toutes les journées qui sont contenues dans le dataset, on va avoir la liste de tous les événements, c'est-à-dire de toutes les interactions que les participants ont pu avoir sur cette valeur sur telle journée. Donc, le fait de vouloir acheter des actions, le fait de vouloir vendre, le fait de vouloir annuler son intérêt acheteur-vendeur, etc., etc. Vous allez avoir l'ensemble des interactions qu'il y a pu y avoir. Donc, comme je vous parle du carnet d'ordre et de centralisation des intérêts acheteurs et vendeurs, ce qu'on appelle un ordre, c'est finalement ça, c'est un intérêt acheteur ou vendeur, c'est le fait de dire je suis prêt à acheter peut-être 100 titres d'actions totales jusqu'à 52 €, je suis prêt à vendre 200 actions jusqu'à, par exemple, jusqu'à 54 €. Et dans ce carnet d'ordre, ces intérêts acheteurs-vendeurs, ils ne vont pas forcément toujours tout de suite se croiser. Et finalement, c'est au moment où un intérêt acheteur va croiser un intérêt vendeur qu'il va y avoir une transaction, donc un consensus sur le prix et une certaine quantité de titres à échanger. Donc rapidement, parce que je vois que Stéphane arrive derrière moi et que j'ai dépassé, je suis arrivé presque à 10 minutes. Il y a certaines notions derrière il y a plusieurs notions derrière celle de prix. Le fait des meilleurs prix offerts à la vente, ça veut dire que parmi tous ceux qui sont prêts à vendre des titres, le prix le plus bas qui est considéré. Et dans tous les intérêts tous les intérêts acheteurs, on parle du meilleur prix à l'achat comme le prix le plus haut de celui qui est prêt à acheter. Et ça, en général, ça encadre une notion qu'on appelle la fourchette et avec un prix médian qu'on appelle le mid-price. Et quand on parle de prix, on peut également parler d'une prix de transaction. Donc, c'est-à-dire cette fois-ci quand il y a un intérêt acheteur et un intérêt vendeur qui se croisent. Ces différents niveaux de prix et comment ils évoluent dans le temps, c'est une information qui est très importante pour comprendre la dynamique du carnet et qui est très importante à prendre en compte, à mon sens, dans le cadre de ce challenge, en regardant tout simplement comment est-ce qu'ils évoluent avec leur volume associé, permettent de capter un certain nombre de choses dans les comportements des acteurs. Et je vais m'arrêter là. Merci à tous et bonne continuation. Merci beaucoup.